Bienvenue sur ce live stream en direct de Hong Kong, puisque Timothée et moi-même sommes basés à Hong Kong. Je me présente, je suis Sybille, je suis Relationship Manager Hong Kong et Vietnam pour French Founders. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cyberattaques, une préoccupation qui touche tout le monde. Et pour mener cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée Grange, membre de French Founders à Hong Kong et General Manager de GM Consultant, qui nous expliquera les mécanismes de cyberattaque les plus courants, les conséquences économiques qui en découlent et donc les manières pour tenter d'éviter ces attaques. Donc avant de lui laisser la parole, je vais juste vous donner quelques informations sur les règles de fonctionnement. Donc vos micros ont tous été coupés sur votre arrivée sur ce live stream pour permettre une parole plus claire de Timothée. Je lui laisserai la parole pendant une demi-heure. Et pendant tout le long, vous aurez la possibilité de poser des questions sur la partie Q&A qui seront reprises à la fin de la session et auxquelles Timothée répondra. Et donc, le bouton Q&A se trouve en bas de votre écran. Et à la fin de la session, on permettra également des questions orales en appuyant sur le bouton Raise a Hand qui se situe également en bas de votre écran. Et donc, je vous libérerai votre micro et vous pourrez poser toutes vos questions à Timothée. Et ceux qui souhaiteraient poursuivre l'échange après l'intervention, vous pourrez m'envoyer un email et je vous mettrai en relation sur la plateforme avec Timothée. Donc, bonsoir Timothée, merci de nous parler de ce sujet ce soir et puis je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Merci Sybille, un grand merci pour l'organisation, un grand merci aussi à toute l'équipe de French Founder pour organiser ces live streams et pour m'accueillir ce soir. Moi, je voulais vous partager ce soir notre expérience donc je vais recadrer un petit peu, je vais vous expliquer ce qu'on fait pour introduire un petit peu le contenu de la présentation que je vais faire. GM Consultant, c'est une société qui fait, on est des loss adjusters, donc on est des experts d'assurance. On fait le même boulot que quelqu'un qui vient chez vous prendre des photos sur une fuite d'eau, mais on fait ça sur des sinistres un peu plus complexes. On fait ça sur du corporate et on a plusieurs spécialités. On travaille beaucoup sur les lignes financières. Donc les sinistres qui vont toucher les établissements financiers, sur de la fraude, des erreurs de trading, des choses comme ça. On travaille beaucoup sur la responsabilité et notamment la responsabilité des entreprises qui évoluent dans le domaine informatique et ça nous a amené vers le cyber. On a d'autres spécialités, on fait un peu d'environnement, un peu de films et d'événementiel, mais ça va pas être le sujet de la discussion ce soir. Sur l'activité cyber, donc les grandes compagnies d'assurance ont lancé des couvertures d'assurance cyber et nous, on est un prestataire de services pour les compagnies d'assurance. Notre boulot à la base, c'est d'expertiser, donc expliquer ce qui s'est passé, combien ça a coûté. Voilà, sur un sinistre classique, on va faire ça. Sur le cyber, notre rôle, il a pris de l'importance petit à petit parce que nos clients, les compagnies d'assurance, voulaient qu'on fasse plus. Donc, on n'est pas seulement, on n'intervient pas seulement pour expertiser, évaluer le dommage une fois qu'il a eu lieu. Sur le cyber, on va aussi délivrer des services de réponse à incidents. Donc, les assureurs mettent à disposition de leurs clients une équipe, des spécialistes comme nous, pour les accompagner dans la gestion de leur incident, la gestion de la crise, pour faire dans ce qu'on appelle de l'incident response et coordination, ou même du forensic, donc de l'analyse technique sur les cyberattaques, pour les accompagner dans la gestion de cette crise, qui est une cyberattaque, et pour bien sûr minimiser l'impact. Donc comme ça, c'est win-win aussi pour l'assureur qui au final aura à payer moins. Sur le cyber, nos clients, donc en majorité des compagnies d'assurance, nous ont aussi demandé progressivement de les aider à délivrer un service additionnel à leurs clients en proposant des services de conseil en gestion de risque. Vu qu'on connaît bien
ce qui se passe quand il y a une cyberattaque, parce qu'on fait de la réponse à incident, on profite de cette expérience aussi pour faire de la formation, on fait des audits de risque, on a mis en place des outils automatiques pour évaluer les risques d'une société vis-à-vis de cet environnement cyber. Aujourd'hui, l'idée, c'est de... alors, je vais avancer le slide. L'idée, c'est vraiment de vous faire un petit retour d'expérience sur les dossiers cyber qu'on a gérés, plus sur la partie réponse à incident, donc une fois qu'il y a eu l'attaque, la cyberattaque, sur à peu près les sinistres qu'on a vus depuis 3-4 ans, on va dire. Donc, je vais illustrer mon propos avec des éléments chiffrés pour vous donner une vision un petit peu macro des cyberattaques auxquelles nous, on est confrontés dans notre quotidien. Et puis, on va faire des zoom in de temps en temps où on va discuter d'un exemple précis que je vais détailler un petit peu plus parce que cet exemple-là illustre bien un certain mécanisme ou un certain type d'attaque. Alors, je vais commencer par un petit disclaimer, un petit warning. Les données qu'on a, elles sont forcément biaisées. D'accord? Je vous offre juste une vision de ce que nous, on voit en tant que incident manager et incident coordinator sur un panel proposé par une compagnie d'assurance. Donc forcément, il faut que la personne victime de cette cyberattaque ait souscrit dans une certaine mesure à un contrat d'assurance pour permettre de nous solliciter. Il y a une prédominance de nos données qui sont sur le marché français. On a d'autres zones où on est actif, notamment en Afrique et en Asie-Pacifique, mais il y a quand même une prépondérance de sinistres qui sont liés à la France, donc c'est un biais. Et on a aussi certaines industries qui vont être plus présentes que d'autres, par exemple parce qu'avec certains assureurs, on va couvrir, on va proposer ce service à l'ensemble des notaires en France. Donc forcément, on va avoir beaucoup de dossiers qui sont liés à des notaires. Voilà. Donc il y a quelques biais. C'est pas, je vous donne pas une vision de une vision réelle du marché ou objective de ce qui se passe en termes de cyberattaque. Je vous dis ce que nous on voit dans notre rôle. Donc sur ce premier graphe, on voit clairement qu'il y a une augmentation qui est importante depuis 4-5 ans. Voilà, c'est la tendance. Il y a 3-4 ans, on gérait entre 50 et 100 dossiers cyber par an. L'année dernière, on est à plus de 250 et en 2020, les tendances, alors on est en train de consolider les chiffres là sur le premier trimestre, mais la tendance est clairement en hausse et on voit, ça fera peut-être l'objet de certaines questions, mais on voit aussi une recrudescence des attaques, notamment en cette période de confinement généralisé où on est tous un petit peu accrochés à nos outils informatiques, ce qui peut favoriser certains vecteurs. Donc voilà, là c'est juste la tendance. Vous voyez une grosse augmentation du claim amount en 2017, donc du montant payé par un assureur sur l'année pour couvrir les sinistres cyber. En fait, c'est vraiment que dans nos chiffres, on a eu un cas singulier qui a coûté très, très, très cher. C'est pour ça que ça biaise un petit peu la tendance. Mais on voit qu'en termes de nombre de dossiers, on est en constante augmentation depuis plusieurs années. Alors là, j'ai réparti et on va défiler, on va regarder un petit peu les différents types d'attaques par nombre de dossiers, par nombre de dossiers qu'on reçoit. On voit que la grande majorité des dossiers, en termes de volume, c'est ce qu'on appelle le ransomware ou le rançongiciel. Donc, c'est une typologie d'attaque qui est
qui est bien connue, qui est très présente, qui touche beaucoup de business et qui explose vraiment depuis 3 ans. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste pour un hacker à réussir à délivrer un programme malveillant dans votre réseau qui va encrypter certaines données et qui va vous demander de payer une rançon, souvent en crypto-monnaie, en bitcoin, pour déchiffrer les données dont vous n'avez plus accès parce qu'elles sont encryptées, elles sont chiffrées. Donc ça, c'est vraiment, en termes de volume, ce qu'on voit le plus comme type de cyberattaque. Le deuxième, la deuxième typologie d'attaque importante qu'on voit, on l'a regroupée sous une bannière qu'on a appelée Business Email Compromise. Donc c'est en fait tout ce qui est lié au social engineering et à ce qu'on va qualifier de email fraude, donc tout ce qui est fraude aux faux virements, fraude aux faux prestataires, la très fameuse fraude aux faux présidents. On regroupe tout ça dans cette catégorie. Ensuite, il y a tout ce qui est website defacement. Donc ça va être changer l'aspect d'un site internet. Le plus souvent, c'est conduit pas forcément avec un objectif pécunier, mais c'est plutôt conduit pour faire la publicité d'un agenda politique, ou voilà, c'est souvent politiquement motivé, cette typologie d'attaque. On a tout ce qui est data breach. Ouais, je vais faire beaucoup d'anglicismes pendant la présentation, je m'excuse d'avance, mais c'est un peu les termes qu'on utilise. Donc malicious breach of data, ça va être donc l'accès non autorisé à des données. Alors il y a plusieurs typologies de données. Il y a ce qu'on appelle les données personnelles qui font l'objet de plus en plus de régulations à travers le monde, mais il y a aussi tout un tas de données confidentielles que certaines sociétés ont. Des plans, des secrets industriels, etc., qui peuvent faire l'objet d'attaques. Il y a une autre catégorie qui est le phreaking. Donc ça, c'est prendre possession d'un système de téléphonie souvent basé sur la technologie IP, et ensuite les hackers vont exploiter ce réseau pour passer des coups de fil et vous faire payer l'addition. DDoS, donc ça c'est les attaques en déni de service, où on va saturer un service, une application, un site internet par une multitude de requêtes, et le site internet ne va pas pouvoir les gérer et va s'effondrer. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on voit en termes de volume. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder ça par rapport au montant, au coût de la cyberattaque. Et là, vous voyez que la distribution a complètement changé. Le ransomware est toujours là, très présent. Il représente à peu près 40% des coûts totaux des attaques cyber qu'on constate. Donc il y a beaucoup de ransomware, mais le coût moyen relatif, il est un peu plus faible que d'autres typologies d'attaques, notamment tout ce qui est business email compromise, où là, c'est notamment les fraudes aux faux virements, les fraudes aux faux présidents. Là, quand on se fait avoir, ça coûte très cher. Ce qui coûte aussi cher, et de plus en plus, c'est les data breach. On voit que de plus en plus, il y a un certain nombre d'États qui mettent en place différentes régulations autour de la protection, notamment des données personnelles. Et de plus en plus, ça coûte cher aux entreprises qui se font attaquer, qui sont victimes de ces breaches, parce qu'il va falloir notifier non seulement le regulator, mais aussi ce qu'on appelle les data subjects, donc c'est les personnes dont vous détenez les informations. Et ça peut coûter très cher quand on est un grand groupe et quand on a une multitude de clients. Vous voyez, c'est intéressant de regarder la différence en termes de volume et en termes d'impact pour les différentes typologies de cyberattaques.
On fait un petit… ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la distribution par typologie de coûts. Donc, une cyberattaque, pourquoi ça coûte cher? Pourquoi ça coûte de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'entreprise débourse des sous pour revenir à un état normal si elle a la capacité de le faire? Donc, ce qui coûte très cher, c'est les transactions non autorisées. On en a déjà parlé hein, dans le cadre de la typologie business email compromise. On fait des virements, on se fait on est victime d'une attaque de social engineering ou en phishing, où on a l'impression que notre CEO nous demande de payer une somme importante sur tel compte bancaire. Ça coûte de l'argent directement. Ça va être la même chose quand on va changer les coordonnées bancaires sur une facture, etc. On va revenir plus en détail sur ces typologies d'attaques. Ce qui coûte très cher aussi, c'est l'incapacité de continuer à faire du business. Voilà, on est de plus en plus dépendant de nos outils informatiques. Quand nos outils tombent, si une partie de nos canaux de distribution sont en ligne ou ont besoin d'utiliser nos ressources informatiques, si elles ne sont plus disponibles, je perds du business et je peux faire face à une perte d'exploitation, en français, business interruption. On a aussi un certain nombre de coûts qui sont liés. Voilà, on a besoin de plus de ressources, plus de main-d'œuvre pour faire face à, à une charge de travail plus importante. Hein. Si on est en mode dégradé et qu'on doit se passer d'un certain nombre d'outils informatiques, on va peut-être mettre plus de personnes sur le terrain. On peut avoir recours aussi à des personnes pour reconstruire des données qu'on aurait perdues. Donc ça va coûter aussi de l'argent. Je fais une petite aparté là-dessus. Dans le cadre d'un contrat d'assurance, souvent, on va payer ou les compagnies d'assurance ne vont pas vous rembourser. Par exemple, si vos managers passent du temps à gérer une attaque cyber, ce n'est pas considéré comme un coût supplémentaire. D'accord, ce qui va être un coût supplémentaire, par exemple, ça va être de l'overtime, des ressources supplémentaires que vous engagez, etc., etc. Donc il y a des petites différences comme ça qui sont importantes quand on applique un contrat d'assurance cyber dans le cadre d'une cyberattaque. Il y a aussi tous les coûts d'investigation, hein, les investigations techniques et de réponse à incidents. Donc ça représente aussi une part non négligeable. Il y a les réclamations dont vous pouvez faire l'objet de certains clients qui peuvent trouver qui peuvent avoir considéré être victimes d'un préjudice du fait d'une cyberattaque dont vous avez fait l'objet. Il y a les rançons, il y a aussi les frais d'avocat, etc., etc. Encore une fois, j'insiste un peu, nos données sont biaisées. Sur certains dossiers, par exemple, on n'a pas accès à ce que facturent les cabinets d'avocats. Donc voilà, ici, je pense que les frais d'avocat sont sous-estimés par rapport à leur impact réel et ils sont notamment de plus en plus importants avec ce système de régulation des données personnelles qui évolue dans le monde et on a besoin de plus en plus de se faire accompagner d'un cabinet d'avocats pour gérer une cyberattaque et notamment un data breach, comme ce qu'on appelle les PR ou les relations publiques, où on va devoir communiquer pendant cette crise pour essayer de ne pas avoir des conséquences économiques trop importantes sur notre business. Ok, on va faire un focus sur le ransomware, qui est vraiment ce qu'on voit le plus. Ce qui est intéressant, on va commencer sur le coût total. Alors, vous voyez, la distribution, elle est complètement, elle est vraiment surprenante parce qu'on a un coût médian et un coût moyen qui sont très éloignés. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude de petits dossiers de ransomware où soit la victime va pouvoir réinstaller. Donc encore une fois, j'ai un logiciel malveillant qui va encrypter mes données et on va me demander une rançon
pour avoir la clé de déchiffrement. Mais si j'ai des sauvegardes qui sont disponibles, une politique de backup qui est assez costaud, je vais pouvoir réinstaller mes sauvegardes. Donc, je vais pouvoir limiter l'impact de mon coût. Même le coût de la rançon, il est pas tellement important. Bon, bien sûr, c'est une question de perspective, mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'un hacker, vous allez avoir une demande de rançon. Avant, les demandes de rançon étaient assez standard et vous deviez payer 1 bitcoin, 2 bitcoins, 3 bitcoins, etc. pour récupérer vos données. Maintenant, quelque part, le système après-vente ou le système après-attaque des hackers a beaucoup évolué. Donc maintenant, vous prenez un ticket, vous contactez une cyber, un compte email spécifique. On va vous demander, on va prendre contact avec vous, on va vous demander qui vous êtes, c'est quoi votre business, combien de machines ont été impactées, combien de serveurs, quel type de données. Et sur cette base-là, les hackers vont fixer la rançon. Donc, on a une multitude de PME ou de petites entreprises qui sont victimes de cette typologie d'attaque et le montant va pas être énorme. On a des plus gros dossiers où les demandes de rançon sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes. Vous voyez que sur la répartition en termes de profil de société, c'est assez équilibré. Tout le monde est touché par les rançongiciels. C'est vraiment quelque chose qui devient mainstream. Et c'est pas parce qu'on est une petite société, qu'on a une petite activité, qu'on ne peut pas faire l'objet de cette typologie d'attaque. On va y revenir plus en détail quand on va parler des vecteurs et notamment du RDP. Si je saute sur les vecteurs, donc c'est comment on délivre ce logiciel malveillant, comment il arrive dans votre réseau. Vous avez une grosse partie où c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des emails phishing, du phishing email. Donc ça, on les connaît, on les voit depuis longtemps. Souvent, ils arrivent dans nos spams, heureusement, parce qu'on a des systèmes de filtres qui sont maintenant assez bien faits. Mais quand ils sont travaillés, ils sont de plus en plus aussi travaillés pour être adaptés à la cible. Ils sont encore un vecteur important. Donc, on va mettre une pièce attachée à l'email qui va être en fait un logiciel malveillant et quand vous allez double-cliquer sur cette pièce, le logiciel malveillant va se déclencher et va commencer potentiellement à encrypter vos données. Vous avez aussi des liens vers des sites internet malveillants qui vont aussi installer un certain nombre de voilà, ce type de rançongiciel quand vous baladez dessus. On voit depuis 1 an, voilà, le phishing, c'était vraiment le vecteur privilégié pendant très longtemps pour beaucoup, beaucoup de cyberattaques, notamment le ransomware. On voit un changement depuis 18 mois où beaucoup de hackers maintenant, et c'est à peu près maintenant 80% des cyberattaques ransomware qu'on voit, vont utiliser comme vecteur ce qu'on appelle le port RDP. Je vais revenir dessus tout à l'heure, donc je vais passer vraiment très brièvement dessus. On va revenir dessus quand je vais détailler le cas d'école pour illustrer le ransomware. Il y a à peu près 25% des dossiers où on n'est pas sûr. On n'a pas identifié exactement la source de contamination, mais vraisemblablement, ce serait soit du phishing, soit du ransomware. Sur la distribution des coûts qui sont liés au ransomware, vous voyez que le coût principal, en fait, c'est la perte d'activité. Donc, les sociétés sont bloquées, ont une perte d'activité et c'est leur coût vraiment principal. Il y a un petit peu de coût de manpower cost en plus.
Et vous voyez que le coût de la rançon, en fait, il est très faible par rapport, entre guillemets, au coût économique global de l'attaque. Donc, pour les hackers, ça peut être très rémunérateur parce que ils vont avoir peut-être 1 sur 10, 1 sur 100 qui va payer et qui va leur permettre de s'enrichir. Mais en fait, les dommages économiques sont bien plus grands que ce que collecte le hacker au final. Je vais illustrer avec donc un cas. Donc voilà, on imagine, c'est une société, on va dire que c'est une société de conseil en ingénierie basée à Hong Kong, qui a à peu près, on va dire, peut-être 200 salariés. Ce qui se passe, c'est un lundi soir, il y a des gens qui essayent de se connecter à leur desktop, qui n'y arrivent pas, de se connecter à distance à leur desktop, qui n'y arrivent pas parce qu'ils voient qu'il y a un autre user qui a accès au système à ce moment-là. Le lendemain matin, en fait, on se rend compte qu'il y a une quinzaine de machines qui ont été impactées et qui ont été encryptées. D'accord. Donc, dans ce cas-là, nous, on arrive sur le dossier, on essaye en priorité de comprendre le vecteur pour essayer de sécuriser, de mettre fin et de mettre fin à l'attaque. Donc, on va regarder, bien sûr, les emails pour voir s'il n'y a pas d'attachment malveillant, s'il n'y a pas de lien suspect, etc. On va essayer de questionner les gens pour voir s'ils ont cliqué sur des choses étranges, etc. etc. Là, on s'est très vite rendu compte, en fait, que un hacker avait accédé au réseau de l'entreprise en utilisant ce fameux port d'accès distant, le RDP, Remote Desktop Protocol. Donc, qu'est-ce que c'est le RDP? Peut-être certains d'entre vous utilisent le logiciel TeamViewer, ouais, où vous avez votre maintenance IT qui prend le contrôle de votre PC et vous voyez votre souris bouger. Voilà. Ils utilisent ce port RDP. Donc, c'est un accès distant à votre environnement de bureau. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont ce port ouvert sur leur network. Donc, un port, c'est comme une porte vers votre réseau. Et en fait, il y a beaucoup de hackers qui vont scanner un certain nombre de noms de domaine et ils vont voir lesquels ont le port RDP ouvert. Donc ça, c'est extrêmement facile à faire, hein, ça prend quelques secondes. On scanne le nom de domaine, on voit que le port RDP est ouvert. Dans ce cas-là, on essaye de se connecter. Heureusement, le plus souvent, ils sont quand même sécurisés par des mots de passe, mais souvent les politiques de sécurité sont faibles voilà, pour être user-friendly, parce que on utilise un vendor pour faire toute notre maintenance informatique. On a trouvé ça plus simple de mettre comme login admin et comme password admin 1, 2, 3, 4 ou quelque chose dans le genre. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement facile pour un hacker de faire une attaque en brute force. Donc, on va craquer le mot de passe en utilisant plein de combinaisons possibles. Encore une fois, donc c'est pas le hacker qui va qui va mettre toutes les combinaisons possibles et inimaginables, mais il y a maintenant des logiciels qui sont développés et qui sont très facilement que vous pouvez acquérir très facilement, qui vont essayer tous les mots de passe les plus connus et les plus utilisés au monde. Et au final, on n'est pas très originaux, on utilise souvent les mêmes mots de passe. Donc voilà, le port RDP, il y a d'autres ports d'accès distant, hein, on pense au FTP, File Transfer Protocol, au port SSH, Secured Shell, qui sont aussi des ports d'accès vers votre réseau, mais vraiment le port RDP, c'est le gros point noir depuis 18 mois. On voit énormément d'attaques qui vont targeter ce vecteur et des attaques en rançongiciel. Donc, comment essayer de s'en prémunir? Il y a plusieurs choses à faire. C'est bien sûr vérifier si vos ports accès distant sont ouverts ou non.
S'ils sont ouverts, vous avez aussi la possibilité, par exemple, le port RDP, il est enregistré en port 3389 par défaut, mais vous pouvez très bien l'attribuer à un autre port number et ça va créer de la confusion et ça ne va pas être forcément détectable. Vous pouvez aussi sécuriser les accès via des VPN, le plus important ou ce qu'on appelle du two-factor authentication. Donc on ne se connecte pas seulement avec un user et un password, on va recevoir par exemple un SMS, etc., etc. Il y a plein de manières de sécuriser votre port RDP. Vous pouvez aussi faire du blacklisting d'adresse IP. Donc quand vous avez une adresse IP qui va tenter de se connecter plusieurs fois à votre port RDP, bah, par exemple au bout de 3 fois, 3 tentatives, hop, vous le blacklistez et il ne peut plus tenter de se connecter. Ou vous pouvez au contraire whitelister certaines adresses IP parce que vous savez que telle personne, telle personne, telle personne ont besoin d'un accès distant au réseau. Et dans ce cas-là, je dis voilà, cette adresse spécifique, je lui donne accès, mais toutes les autres par défaut sont perdues. Les autres recommandations vraiment pour le ransomware, donc les accès distants, on en a parlé. Le phishing, sur le phishing, c'est vraiment il y a deux choses à faire. Donc le phishing, encore une fois, c'est les emails qu'on reçoit. Est-ce qu'on est vigilant? Est-ce qu'on n'est pas vigilant? Est-ce qu'on fait attention? Là, c'est vraiment de la formation auprès de votre staff. C'est vraiment critique que vos employés aient une culture de la sécurité qui soit importante, parce qu'on est vraiment le maillon le plus faible, enfin le maillon de la chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible. On va passer sur une autre typologie d'attaque, tout ce qui est business email compromise. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup aussi de petites sociétés qui sont touchées. Les plus grosses sociétés, c'est beaucoup plus réduit en termes de nombre. Par contre, les montants n'ont rien à voir, hein. Les montants engagés quand une grosse société est victime de cette typologie d'attaque peuvent être très très importants. Vous voyez, là on a, alors sur cet échantillon de données, on a 3 millions de dollars US pour le maximum. Moi, je me souviens d'un dossier sur lequel j'avais travaillé, mais il y a de ça quelques années, donc c'est pas sur cet échantillon de données. Mais on avait, donc voilà, c'était une fraude au faux président classique, sauf que ce groupe avait procédé à des versements pour plus de 32 millions d'euros avant de s'apercevoir que la personne avec qui ils discutaient n'était pas leur CEO. Donc, encore une fois, ça peut être dévastateur comme typologie d'attaque. Petite remarque, je refais une aparté sur l'assurance cyber. Souvent, cette typologie de fraude n'est pas couverte par un contrat d'assurance cyber, mais est couvert par un contrat d'assurance crime ou fraude. Donc, je vous invite à bien, si vous êtes détenteur d'une police d'assurance cyber, à bien relire votre police d'assurance et à vérifier si vous avez une couverture pour cette typologie de fraude au faux virement. Parce que vous pouvez penser être couvert alors que ce n'est pas forcément le cas. Les vecteurs utilisés, bon, bah, c'est plusieurs typologies. On revient sur le phishing, hein, toujours pareil, on envoie des mails et on vous demande par exemple votre login mot de passe et après on va se faire passer pour vous pour déclencher un virement frauduleux ou pour avoir accès à votre compte mail et pouvoir modifier certains documents, notamment des factures, des coordonnées bancaires, pour que vous puissiez payer. Il y a aussi beaucoup de spoofing ou ce qu'on appelle du lookalike domain. Donc là, je vais me faire passer pour un de vos clients. En fait, il est très facile de déguiser son adresse Internet. Je pourrais très bien, moi, tout à l'heure, envoyer un email à toute l'audience en me faisant passer pour une adresse French Founder, par exemple. C'est très facile.
de piéger en fait Outlook ou les systèmes comme ça de gestion d'email en lui disant voilà, mon adresse email c'est ça, mais quand mon interlocuteur va recevoir son email, je veux que mon interlocuteur voit que mon adresse email, c'est ça. Ça, c'est très, très facile à faire. C'est ce qu'on appelle du spoofing. Une autre méthode, c'est de déguiser, voilà, de prendre un nom de domaine qui ressemble très fortement à un nom de domaine de l'un de vos clients, de l'un de vos fournisseurs ou même de votre société, avec soit un point .fr qui devient un point .com ou un i qui devient un l, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle des lookalike domains. Il y a aussi ce qu'on appelle le credential stuffing. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais globalement, qu'est-ce que c'est le credential stuffing? C'est le fait d'utiliser des couples identifiants mots de passe qui ont déjà fait l'objet d'un breach et de les réutiliser pour voir si on peut accéder à votre compte email, par exemple. Tim, je te coupe 2 secondes. On a pas mal de questions qui sont arrivées. Ouais. Je ne sais pas si tu as Je vais quasi accélérer. fini. Ouais. Tu me donnes combien de temps? 5-10 minutes pour finir et après on passe aux questions? Je ne sais pas si on aura assez de temps parce qu'on a 1 heure pile poil, donc il nous reste 20 minutes. Ok, bah, je te fais ça Pour 5 en 5 minutes. minutes. Ça Ouais. marche. Alors, en termes de coûts, on l'a dit, hein, les deux grosses typologies, ça va être le faux CEO. Ça a été très documenté. Il y a plein d'articles dessus. Je vous recommande de les lire. Il y a aussi tout ce qui est invoice redirect fraud, où là, on va changer les coordonnées bancaires sur une facture et on va changer les règles d'envoi et de réception pour vous piéger et pour vous forcer à payer une autre personne. Malicious breach, donc voilà, là il y a plein de typologies d'attaques. Soit on va targeter des informations de carte de crédit ou des informations qui sont sensibles pour votre business. Et je vais faire un petit focus. Donc le spear phishing, c'est vraiment du phishing, comme on l'a dit, mais qui est plus tailor-made pour vous piéger. Hein. Je reviens sur le credential stuffing parce que c'est une typologie d'attaque qu'on voit beaucoup, beaucoup. On a eu un gros dossier à Hong Kong, donc une grosse chaîne hôtelière. Ils nous ont appelés, voilà, ils nous ont dit voilà, on a vu un pic de tentatives de connexion sur notre app mobile avec un nombre de succès très faible, mais on a un certain nombre de connexions qui ont réussi. Et donc, en fait, on a détricoté, etc. On a enquêté sur l'attaque. Et en fait, on s'est rendu compte que les hackers avaient simplement utilisé des bases de données qui sont parfaitement accessibles en quelques clics sur le dark web. Vous pouvez acheter des bases de données de credentials, d'emails et passwords qui ont été breachés dans des cas précédents. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ils avaient pris le fichier du breach LinkedIn de 2012 et ils avaient réessayé tous les identifiants email, password qu'ils ont eu grâce au breach LinkedIn, et ça se revend en ligne, hein, ça se revend très facilement et c'est même très facilement accessible. Ils les réutilisent sur d'autres applications et là, ils ont targeté l'application d'un groupe hôtelier et il y a un success rate qui est assez faible, 0,01%, mais vu qu'il y a des millions de connexions, de tentatives de connexion, dans certains cas, ils arrivent à se connecter et ils peuvent accéder au compte et jouer avec les miles, etc., etc. Ils peuvent même juste faire il y a des traders en données, c'est-à-dire que juste le fait de dire voilà, ce couple identifiant mot de passe qui a été briché sur LinkedIn, il est aussi valide sur telle application, et ben cette information, je peux la revendre plus cher qu'avant. Donc maintenant, on voit aussi des nouveaux business qui apparaissent, comme du trading en data breach.
2 secondes sur le POS skimming, point of sales, c'est quand on target directement vos machines qui font la transaction avec les cartes bleues. Avant, on essayait de renifler le réseau, de sniffing, ça s'appelle comme ça, pour reconstruire les données, de cartes bleues. Maintenant, tout est encrypté, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus compliqué. Donc, on va targeter directement l'ordinateur qui processe les données, les transactions de cartes bancaires, et on va essayer de le contaminer directement. Voilà, il y a d'autres typologies d'attaques. Le phreaking, on en a parlé très brièvement. Je prends contrôle. Vous savez, maintenant, toutes nos sociétés, elles marchent sur des systèmes de téléphonie IP. La plupart du temps, c'est pas très sécurisé. On appelle le répondeur, on fait 0000, c'est le code secret. Hop, on arrive sur le système et on peut rentrer sur le système et utiliser l'accès à ce système de téléphonie IP pour faire des long distance calls. Et après, vous payez la facture, le DDoS et le website defacement. On en a aussi brièvement parlé. Et je vais m'arrêter là pour l'instant pour laisser suffisamment de temps à vos questions. Ça te va, Sybille? Super, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On a une première question de Luc qui dit: question technique, y a-t-il des risques d'installer involontairement un ransomware en lisant seulement un email sans aller sur un link et sans ouvrir un fichier attaché? Non, ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Généralement, il faut que ça se déclenche par… il faut exécuter un fichier. Voilà, généralement, ça se présente comme ça, ou cliquer sur un lien. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques articles qui disaient que potentiellement, techniquement, ça pouvait être possible. J'ai du mal à comprendre comment. Je ne suis pas le plus grand des techniciens. Mais moi, en tout cas, avec l'expérience qu'on a, j'ai jamais vu. Ok. On a Par une… contre, Ouais. vous pouvez très bien, voilà, ça c'est le ransomware phishing, mais le ransomware RDP, donc Remote Desktop Protocol, là vous vous apercevez de rien, il n'y a aucune action de l'utilisateur. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi regarder par exemple régulièrement les logs de connexion à votre RDP pour voir s'il n'y a pas une personne tierce qui s'est connectée, un compte qui s'est connecté. Et c'est aussi intéressant de regarder notamment s'il n'y a pas des IP scanners qui se baladent sur votre réseau. Parce que généralement, le hacker va rentrer sur le réseau par l'intermédiaire de ce compte RDP. Et en fait, très vite, il va essayer de faire monter ce qu'on appelle faire monter ses privilèges d'accès, donc son niveau d'accès. Et il va aussi faire un scan du réseau pour identifier toutes les adresses IP sur lesquelles il pourrait aller pour déployer son ransomware et essayer d'identifier des serveurs de share documents pour essayer de les encrypter, etc., etc. Donc il y a certains moyens aussi de monitorer et ce n'est pas uniquement une action utilisateur qui déclenche le danger du ransomware. Et ce qui me fait rebondir sur une autre question, c'est donc quel est le rôle du facteur humain? Est-ce que les réponses sont-elles uniquement techniques ou également organisationnelles? Il faut aussi, je pense, j'imagine, euh, euh, éduquer ses employés à faire attention. Absolument, le facteur humain, il est très important. On le voit dans la plupart des cyberattaques sur lesquelles on est amené à intervenir. À un moment, il y a le facteur humain qui est présent, au moins par négligence ou au moins par un défaut d'attention. Pas forcément par une action décisive, mais au moins là-dessus. Et même il y a des éléments techniques qu'on peut mettre en place. On reprend l'exemple du RDP. Voilà, vous pouvez mettre un VPN, vous pouvez whitelister certaines IP, blacklister, etc., etc. Mais il y a aussi des principes de base qui sont je réutilise pas les mêmes passwords que ceux que j'utilise pour LinkedIn, pour Facebook et pour toutes mes applications. J'utilise des passwords compliqués, j'en change régulièrement, etc., etc. Donc voilà, les solutions techniques et les solutions humaines, je veux dire, c'est un ensemble. Le cyber risque, c'est pas un risque technique,
Ça l'est aussi, mais ce n'est pas que un risque technique, c'est aussi un risque culturel et organisationnel. Très bien. Donc nous sommes dans une guerre commerciale et économique. Les attaques sont-elles destinées à déstabiliser des entreprises qui peuvent être en vente? Bien sûr, je veux dire, Mmh. c'est évident que dans des, que dans des gros deals, on peut suspecter Ouais, une qu'il y attaque, ait non ouais. seulement bon, de l'espionnage étatique, mais aussi tout Mmh. simplement de l'intelligence économique avec un certain nombre de sociétés qui peuvent avoir recours à des prestataires pour mieux comprendre leurs cibles, etc., etc. Ça, c'est clair et net. Il y a un dossier sur lequel, un exemple sur lequel je suis passé assez vite sur la question du spear phishing, qui est intéressant parce que sur ce dossier précisément, on a eu du mal, je ne sais pas si je peux revenir dessus, on a eu du mal à identifier quels étaient les motifs économiques derrière cette attaque. Donc ici, c'est un autre grand groupe hôtelier, comme quoi ça arrive, où il y a un certain nombre de grands patrons, de key exécutives de ce grand groupe qui ont été targetés par des attaques de phishing. Et après, ces comptes étaient utilisés eux-mêmes pour récolter des identifiants de plus en plus importants. En fait, on a eu du mal à comprendre, il est où l'avantage économique pour le hacker. Ok, je récupère plein d'informations, mais comment je monétise ça? Et en fait, on s'est quand même rendu compte que quelques jours après cette attaque, en fait, ce groupe hôtelier organisait une énorme réunion internationale avec des chefs d'État et de gouvernement, et on pense peut-être que cette attaque est liée à du cyberespionnage et pas seulement avec un motif économique. Donc oui, c'est clair, il y a des attaques qui sont ce qu'on appelle state sponsor, mais il y a aussi des attaques qui sont conduites par des grands groupes internationaux pour obtenir de l'information. Et on sait qu'il y a des États, on pense, alors souvent on va dire la Russie, la Chine, mais les États-Unis, Israël, la France sont aussi très doués pour mener cette typologie d'attaque. Les Chinois et les Américains sont très, très forts parce qu'il y a une très bonne coopération en fait entre les services de renseignement et les grandes sociétés internationales, où des informations obtenues par certains services de renseignement peuvent être transférées à des grands groupes pour avoir un avantage économique dans certains deals. Donc oui, clairement. Ouais, donc c'est pas uniquement monétaire. J'ai une question de Stéphane Thor qui nous dit: nous sommes dans le trading, nous avons subi une attaque, usurpation d'identité, changement de RIB pour virement. Est-il possible de déterminer qui a été piraté, notre boîte mail ou celle de notre fournisseur? Oui, oui, ça c'est assez facile et c'est tout l'objet de cette typologie de dossier, notamment d'un point de vue assurantiel, parce qu'on va dire, voilà, quel système a été dans lequel il y a eu ce qu'on appelle unauthorized access. Okay. Mais là encore, il faut comprendre, est-ce qu'il y a vraiment eu un accès non autorisé? Est-ce que cette facture n'a pas été payée? Alors là, apparemment, il y a des changements de coordonnées bancaires, donc j'imagine que la personne a bien eu accès au compte mail, a probablement changé les coordonnées bancaires dans le mail, voire a changé des règles de renvoi. Par exemple, si tous les mails envoyés depuis cette personne sont directement redirigés vers cette personne et n'apparaissent pas dans la boîte de réception, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut vérifier. Mais ça, c'est généralement assez facile techniquement à déterminer. Il faut regarder les logs de connexion sur vos comptes mail. Ok. On a une question de Diego qui dit: merci Tim pour cette présentation. Tu nous as parlé du service après-vente des hackers. Quid du follow-up des plateformes type ASW, Mailchimp, Shopify, etc. en cas d'attaque? C'est difficile de répondre comme ça, mais forcément, plus vous allez mettre vos données
à disposition, vous allez laisser gérer vos données par des grands noms de la tech, il y a quelque chose de rassurant. Voilà, Google, c'est safe, Mailchimp, ils sont très gros, c'est safe. Donc, leur sécurité informatique doit être vraiment costaud. Mais encore une fois, ça devient des acteurs systémiques. C'est-à-dire que si eux, à un moment, sont victimes d'une cyberattaque d'ampleur, je veux dire, c'est tout le système qui peut s'effondrer. Donc là, je vais avoir du mal à commenter sur des entités spécifiques. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce qu'ils ont mis en place les bonnes mesures et tout? Je vais pas être capable. Mais clairement, il faut faire attention quand on est un entrepreneur à faire, à juger le bon équilibre entre tout ce qui est user-friendly et tout ce qui est sécurité. Okay, c'est important et c'est la balance qui compte parce que si vous allez mettre des mesures de sécurité qui sont trop contraignantes pour vos utilisateurs, ils vont passer outre et ça va être un danger, également. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais Ok. On a une autre question de Laurent du Japon, qui est basé à Tokyo, qui nous dit: les assurances se basent sur quel framework principalement? NIST ou ISO? NIST. NIST ou ISO? Alors nous, on utilise plutôt le NIST parce que c'est plus, voilà, c'est plus international. C'est plus ce qu'on utilise, mais les deux sont applicables. En France, c'est plus l'ISO. Après, il ne faut pas se leurrer. Donc, ce qu'on appelle les audits de pré-souscription qui vont être conduits par des compagnies d'assurance avant de souscrire un risque cyber sont très, très, très légers. Ce qui pose problème aux assureurs parce que faut bien comprendre que pour le risque cyber, c'est différent des autres risques parce qu'ils n'ont pas l'historique des données pour pricer leurs risques. Et c'est un gros problème pour eux, c'est des actuaires, ils n'aiment pas ça. Eux, ils arrivent à bien pricer leurs risques parce qu'ils ont une analyse des données historiques et ils peuvent faire leur modèle. Le problème avec le cyber, c'est qu'on n'a pas cette analyse des données historiques. Donc, ils ont un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir mieux qualifier leurs risques individuels, mais ils ont aussi, il y a une guerre des prix sur cette typologie de produits où le but c'est de gagner des parts de marché pour les assureurs. Donc aujourd'hui, ça coûte pas très très cher et une PME pour quelques centaines de dollars, elle peut se couvrir pour son risque cyber. Le problème, c'est que pour quelques centaines de dollars de primes par an, l'assureur il n'a pas énormément de budget pour qualifier son risque. Donc sur certaines grosses sociétés, il va avoir l'argent suffisant et nous, on a fait des audits de pré-souscription pour Changi Airport, pour Cathay Pacific, pour CLP Power, donc des grosses sociétés où les assureurs mettent le budget pour aller analyser le risque individuel de cette société et au passage, ils délivrent aussi un service additionnel parce ils financent un audit pour leurs assurés. Mais quand vous êtes avec des plus petites sociétés de quelques centaines de US dollars par an, vous n'avez pas les moyens de faire passer un audit NIST à l'ensemble de vos assurés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a développé un certain nombre d'outils automatiques qui vont scanner les noms de domaine, essayer d'avoir des indicateurs sur le risque sur lesquels les assureurs peuvent se baser. Mais il y a un vrai problème sur comment pricer le coût d'acquisition des données pour pricer pour les assureurs. Ok, donc il nous reste 4 minutes avant de poser ma dernière question. Je vais juste... donc si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Timothée, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur sibylle, SIBY2LE, @friendfounders.com pour que je puisse vous mettre en relation avec lui. Et donc notre dernière question est de Laurent également qui dit: quel est ton sentiment après le bridge Zoom et le fait que plus de 530 000 Zoom accounts aient été vendus pour à peine 0,02 $ par account? Oh, c'est pas très.
je veux dire, c'est pas très étonnant le prix du. Il y a un certain nombre de marketplaces qu'on voit sur le dark web. Je veux dire, les prix qui sont pratiqués, ils sont hallucinants. Oui, c'est quelques centimes pour avoir un identifiant mot de passe sur plein de plateformes. C'est quelques dizaines d'US dollars ou c'est 10%. Ou c'est quelques dizaines de US dollars pour avoir des données valides pour une carte bancaire. Je veux dire, les prix sont ridiculement bas et il y a beaucoup de hackers. Il y a tout un écosystème en fait qui s'est créé. Maintenant, il y a une chaîne qui s'est créée où les hackers ne sont pas forcément maintenant ceux qui exploitent les hacks. Donc, par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure du bridge de LinkedIn. Vous voyez, la personne qui a commis ce bridge sur LinkedIn, après, il va peut-être juste vendre cette base de données sur des marketplaces sur le dark web. Et après, c'est d'autres hackers qui vont reprendre ces données, soit les requalifier et les vendre plus cher, ou soit tenter de les exploiter en utilisant en faisant du credential stuffing, hein, donc ce qu'on a dit, ou ce qu'on voit beaucoup, par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez reçu, si certains d'entre vous l'ont reçu, mais c'est très fréquent qu'on reçoive maintenant un email qui dit « Je sais que ton mot de passe est ta 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 ». Et c'est vrai, c'est un mot de passe que vous avez utilisé, que vous utilisez peut-être encore sur certaines plateformes. Donc c'est choquant pour qu'on se sent un peu… Et surtout que le texte souvent continue en disant voilà, donc j'ai eu accès à ton ordinateur, j'ai eu accès à ta webcam, je t'ai filmé, tu as été sur des sites porno, j'ai des images compromettantes, je vais les balancer à tout ton réseau si tu ne me payes pas. Donc là, clairement, c'est faux. Ils ont juste acheté une base de données où il y avait votre couple email mot de passe et ils essayent de vous faire chanter sur la base d'éléments qu'ils n'ont pas. Euh, voilà. Donc, c'est pas Super. surprenant ce Mm. type de pricing. Et oui, je serais ravi d'échanger avec chacun d'entre vous, avec grand plaisir. Demander mes coordonnées à Sybille et ravi d'échanger par téléphone, par mail ou par d'autres biais avec l'audience de ce soir. Et un grand merci de m'avoir écouté. Merci à toi, on est just on time. Et puis, bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au Merci à revoir, merci tous, bonne beaucoup. soirée et restez prudents, stay safe. Stay safe, merci beaucoup. Bye bye.